premier axe. Donc, il nous reste deux autres axes dans cette leçon. Donc, le phénomène de diffraction ainsi que le phénomène de dispersion. On va commencer par le phénomène de diffraction. Grand 3 phénomènes de diffraction. Donc, pour mettre en évidence ce phénomène, donc, on commence par une activité. Alors, dans cette activité, donc, on a besoin d'une cuve à onde. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une cuve à onde? Donc, je vais essayer de dessiner la cuve à onde, bien sûr, vue de deux faces. Alors, donc, la cuve à onde, elle est équipée d'un bassin, donc un bassin d'eau, permettant de générer des ondes à la surface de l'eau. Donc, un bassin rempli d'eau. Voilà l'eau, un bassin rempli d'eau. Effectivement, et à l'extrémité du bassin, on a un vibreur. Donc, ce vibreur, donc à l'aide, ça dépend de la nature bien sûr, de l'objet qui s'est situé ici. Donc, ça dépend de la nature de la perturbation. Donc, ça dépend de l'objet qui perturbe ici. Donc, on peut générer des ondes rectilignes comme on peut générer des ondes circulaires. Et après, donc, ces ondes à la surface de l'eau qui ont été générées, donc, on peut les observer à l'écran grâce à cet écran. Donc, voilà, donc, on a un écran. C'est bon? Donc, à l'aide de cet écran, on peut observer ce qui est généré. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on fait ça? Donc, je vais voir, donc si on voit d'ici, de cette face, si on voit la cuve à onde, donc de ce côté-là, qu'est-ce qu'on peut observer? Alors, on observe que, donc voilà le bassin d'eau, et on observe qu'on a un miroir à 45 degrés. Donc, et voilà l'écran. Donc, ce qui se passe sur le bassin d'eau, il est réfléchi sur l'écran et on observe exactement, bien sûr avec un décalage. Donc les ondes, elles s'agrandissent effectivement. Donc, il y a un certain grandissement de l'image. Donc, c'est l'image des ondes à la surface de l'eau. Donc, il y a un certain grandissement, donc on grandit l'image. Mais bien sûr, donc, on conserve la nature de l'onde. Donc, maintenant, on va traiter. Donc, voilà l'écran qu'on observe ici. Donc, voilà l'écran. Donc, on observe des ondes à la surface de l'eau. Donc, ce qui se passe ici, on observe ici. Donc, maintenant, on va traiter le cas des ondes rectilignes à la surface de l'eau. Donc, on peut créer des ondes rectilignes par un objet donc, qui est rectiligne, donc attaché à un vibreur. Donc, on crée des ondes rectilignes à la surface de l'eau. Voilà. Voilà, ça c'est le vibreur. C'est bon? On crée des ondes rectilignes. Donc, après, qu'est-ce qu'on va faire? On va intercaler, donc on va poser ici, on va poser un obstacle d'une ouverture bien définie. Donc, un obstacle qui empêche cette propagation de part et d'autre de la cuve. Eh bien, qu'est-ce qu'on constate? On constate que l'onde, elle est diaphragmée. Donc, cet obstacle, on peut l'appeler, c'est un diaphragme. Donc, l'onde, elle est diaphragmée, mais la nature de l'onde, bien sûr, elle est gardée, elle est conservée, la nature de l'onde. Donc, l'onde, elle est rectiligne. Donc, il continue à être rectiligne. C'est bon? Donc, il n'y a aucun changement. Donc, l'onde, après cet obstacle, après cette fente, donc cet obstacle, il est caractérisé par une distance caractéristique, donc c'est A par exemple. Et les ondes rectilignes, bien sûr, elles ont une longueur d'onde, bien sûr, et on a une longueur d'onde lambda. Alors dans ce cas, A elle est supérieure à lambda. C'est bon, donc dans ce cas, donc cette onde, donc après la fente, l'onde elle est diaphragmée. Cette onde elle est diaphragmée. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va progressivement, donc on va diminuer progressivement la largeur de la fente, la largeur de l'obstacle. Donc on va le diminuer progressivement jusqu'à
ce que la nature de l'onde, jusqu'à ce que les ondes qui apparaissent ici changent de direction. Donc, déjà dans nos premiers cas, donc, dans le cas où, bien sûr, des ondes qui sont diaphragmées, donc l'onde qui est après la fente est diaphragmée, donc ça, elle garde la même direction. C'est bon. Donc maintenant, on va diminuer progressivement. On diminue la largeur de la fente. Donc à une largeur, on va diminuer progressivement. Et on va voir à l'œil nu un phénomène qui s'intensifie jusqu'à ce que, donc, jusqu'à une distance qui est critique. Donc on observe. Donc voilà l'obstacle qu'on va intercaler. On observe que les ondes, la nature de l'onde, elle change après l'obstacle. Il devient circulaire. Il devient circulaire tout en gardant la même longueur d'onde. Donc cette longueur d'onde, elle est la même que celle-là. Bien sûr, je dessine à la main. Je peux ne pas, bien sûr, conserver la longueur d'onde. Mais bien sûr, c'est ce qu'on observe. C'est ce qu'on observe en réalité. Donc, la longueur d'onde avant l'obstacle et après l'obstacle, elle est conservée. Mais la nature de l'onde, ici, c'est une onde qui est circulaire, ici, elle est rectiligne. Donc, cet obstacle ou bien cette fente, il se comporte comme une source secondaire. Donc, il se comporte comme une source secondaire. Et cette onde, on dit qu'elle est diffractée. D'où le phénomène, bien sûr, d'où le terme diffraction. Donc, et dans ce cas, on constate que donc, ce phénomène est observé lorsque la longueur d'onde elle est supérieure ou égale à A. Donc, c'est-à-dire lorsque la longueur d'onde et la largeur de la fente elle est comparable. La longueur d'onde elle est comparable à la largeur de la fente. Et puisque la longueur d'onde elle est fixe, donc et on varie A, donc on peut écrire que lorsque A c'est à peu près égal à lambda, ou bien A est inférieur à lambda, c'est-à-dire A, elle est inférieure ou égale à lambda. C'est bon. Donc, c'est la largeur de la fente, elle est comparable à la longueur d'onde, ou bien inférieure à la longueur d'onde, on observe le phénomène de diffraction. Et dans ce phénomène, bien sûr, il est caractérisé par un changement de direction de propagation de l'onde. Ici, donc, nous avons une propagation rectiligne. Donc, ici, une propagation. Donc, il change, bien sûr. Il ne reste plus rectiligne. Donc, et voilà le phénomène de diffraction. L'onde est diffractée après cet obstacle. C'est bon. Maintenant, on passe au phénomène de... On passe maintenant au phénomène de dispersion. Donc, le dernier axe, c'est le quatrième axe de la leçon, phénomène de dispersion. Donc, phénomène de dispersion. Donc, le phénomène de dispersion. Donc, on va bien sûr, pour mettre en évidence ce phénomène, on va se baser sur la manipulation précédente, à savoir les ondes à la surface de l'eau. Alors, les ondes qu'on obtient à la surface de l'eau, les ondes circulaires par exemple, maintenant on va changer la nature de la perturbation, donc elle est circulaire, donc on obtient des ondes circulaires. Maintenant qu'est-ce qu'on va faire? Donc à la surface de l'eau, on va à chaque fois changer, donc on obtient des ondes circulaires, comme ça. Et puis donc et ainsi de suite. Comme vous pouvez le constater, ici c'est le maximum, ici c'est le minimum, le maximum, le minimum, etc. Donc voilà deux ondes circulaires à la surface de l'eau à partir d'un point S, la source d'ondes circulaires, où bien sûr situé un vibreur, bien sûr il est là, donc, qui permet d'effectuer bien sûr le phénomène ondulatoire. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va changer la fréquence du vibreur. Donc on change la fréquence du vibreur et on mesure, à chaque fois, on mesure la longueur d'onde. On change la fréquence du vibreur, on mesure la longueur d'onde. Eh bien, après avoir fait cette expérience, on constate que lorsqu'on change la fréquence du vibreur, donc lorsqu'il varie, eh bien, la longueur d'onde, il varie aussi.
Donc, ce qui va nous permettre de déterminer, de conclure que la célérité aussi, il va varier. Donc, la célérité de l'onde, elle dépend de la fréquence. Alors, bien sûr, vous allez me poser la question, vous allez me dire que, voilà, donc tu n'as pas apporté pourquoi? Parce que tout simplement, la célérité, elle dépend déjà à la fréquence. Donc, V égale à lambda fois nu. Alors, pourquoi faire cette expérience? Voilà la proportionnalité. Eh bien, je vais vous dire que si le milieu n'est pas, donc si ce phénomène n'est pas, donc je vais vous poser la question suivante. Alors, on a déjà expliqué dans la première leçon que la célérité de l'onde dépend des propriétés intrinsèques du milieu. Elle dépend des propriétés du milieu. Elle dépend de l'élasticité du milieu ainsi que de son inertie. Elle dépend aussi de la température du milieu, même si donc la température, ce n'est pas une propriété qui caractérise le milieu directement, mais bien sûr, la célérité en général dépend des propriétés intrinsèques du milieu. C'est bon. Donc, tant qu'on est dans le même milieu, eh bien, la célérité de l'onde reste constante. Dans ce cas, donc si tu changes la fréquence, la longueur d'onde change de telle sorte que le produit reste constant. Eh bien, le cas particulier qui peut bien sûr briser ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire qu'il y a certains milieux pour lesquels ce produit-là ne reste pas constant. Eh bien, ces milieux-là, ou bien ce phénomène, il est appelé phénomène de dispersion, c'est-à-dire lorsque la vitesse change, lorsque tu changes la fréquence, la vitesse change, c'est-à-dire lorsque ce produit-là ne reste pas constant. Dans ce cas, on peut dire qu'on a un phénomène de dispersion. Donc l'onde, par exemple ici, l'onde à la surface de l'eau, il se disperse. Et le milieu, les voies à la surface de l'eau, c'est un milieu dispersif. Donc un milieu qui présente ce phénomène, il est appelé milieu dispersif. Par exemple, la surface de l'eau, c'est un milieu dispersif. On peut donner un autre exemple pour des milieux non dispersifs. Par exemple l'air. L'air, c'est un milieu non dispersif pour les ondes sonores. C'est bon? Voilà. Donc, et ainsi de suite. Donc, voilà pour le quatrième axe de cette leçon. Et bien sûr, on a... Donc, c'est la fin de la leçon. À la leçon prochaine, Inch'Allah.